Aujourd'hui, on va vous parler d'Euroleague. Et oui, avec les copains de la Team Ficelle Europe, on s'est posé une question. Comment rendre la plus grande des ligues européennes attractive, à savoir l'Euroleague, et comment vous transmettre cette passion qui nous anime tous les jours? On a trouvé une réponse. Vous proposez une émission hebdomadaire, voire une fois toutes les 2 semaines, qui parle de la compétition reine en Europe, dans un format court et percutant. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Romain et Mathieu. Salut les gars! Salut! Salut Corentin, salut à tous. Content de vous avoir les gars pour un format qui s'annonce excitant. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler un peu des compétitions, enfin de la compétition reine, l'Euroleague, avec ses résultats de la semaine. Ensuite, on fera vite fait un petit tour d'horizon du classement provisoire. On enchaînera avec le débat de la semaine et enfin, on terminera sur le dossier préparé par Romain. Est-ce que ce programme vous va les gars? Parfait pour moi. Nickel. Alors moi, je vais vous résumer vite fait les résultats de la journée 6. Mathieu vous parlera des résultats de la journée 7. Et ensuite, Romain vous fera vite fait un point sur le classement provisoire. Ensuite, on enchaînera. Et puis, on va voir tout cela ensemble. Allez, hop, je me mets sur les résultats de la journée 6, puisqu'on enregistre aujourd'hui le 6 novembre 2020. Alors, la journée 6 de l'Euroleague a eu quelques belles rencontres alléchantes, notamment le derby espagnol entre Baskonia et Barcelone, où le Barça s'était imposé d'1 point face à Baskonia. On reviendra peut-être sur ce match intéressant, puisque les deux formations s'étaient affrontées en finale du dernier championnat d'Espagne il y a quelques semaines. De l'autre côté, il y a l'Olympiakos qui s'est incliné de 5 points contre l'Anadolu Efes, 84-79. Ensuite, il y avait le match du Khimki Moscou contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, match que j'ai personnellement regardé et on aura l'occasion de revenir dessus. Le Khimki a gagné de 6 points, 83-77, face à une Étoile Rouge de Belgrade en manque d'idées sur ce match. Enfin, il y avait le Real Madrid qui a gagné 100-82 face au Bayern Munich. Et il y avait les 3 derniers matchs de cette journée qui opposaient le Fener au Maccabi, avec une victoire de 10 points du Fener, 75-65. Le CSK qui a pris l'avantage sur Valence, 84-75. Et enfin, Lyon-Villeurbanne qui malheureusement s'est incliné face au Žalgiris Kaunas, 83-74. Donc pour résumer, le Barça s'est imposé, l'FS également, le Khimki également, le Real aussi, le Fener aussi, le CSK et le Žalgiris. Donc du coup, tous les favoris de chaque rencontre se sont imposés. Amis parieurs, c'était pas la journée pour parier sur les petites cotes, sur les grosses cotes, pardon. Mathieu, tu veux nous faire un point sur les premiers matchs de la journée 7 qui sont déjà terminés? Ouais, bien sûr. Alors, sur la 7e journée, on a eu l'opposition Olympiakos-Zénith Saint-Pétersbourg qui a vu l'Olympiakos s'imposer 75-66. On a eu un match très très chaud entre l'Anadolu Efes Istanbul et le Maccabi Tel Aviv avec victoire d'Istanbul 91-89. L'Alba Berlin s'est fait battre à plat de couture, on peut le dire, par le Barça 103-67. Et il y a eu aussi la victoire de l'Asvel 88-86 face au Baskonia. Et Génial, dans l'attente des merci prochains Mathieu. matchs. Voilà. Oui, les prochains matchs qui vont être joués ce soir. Alors tout ça, c'est plutôt positif de pouvoir avoir des matchs qui se déroulent régulièrement. Rappelons que cette saison, comme la saison dernière, les championnats sont impactés par le Covid. Mais nous en ferons fi jusque-là, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le sportif, c'est le spectacle, c'est le fun et surtout le jeu. Messieurs, est-ce que Romain pourrait nous faire vite fait un point sur le classement de l'Euroleague au milieu de la journée numéro 7, au jour où nous parlons? Mais bien sûr, et du coup, à la première place trône le Barça de Jasikevičius. C'est Bon, bon, ça on va. a gagné l'Euroleague? En tout On a cas, gagné l'Euroleague, ça y est, on est sacré, enfin? ils entraînent bien le chemin en ce début de saison et du coup, ils sont premiers avec 6 victoires et une défaite en attendant le match du Žalgiris qui, eux, sont à 5 victoires, une défaite.
Ensuite, on a le Bayern en troisième position, 4 victoires, 2 défaites. L'Olympiakos qui passe dans le positif avec sa victoire contre le Zénith. Milan est cinquième avec 3 victoires et 1 défaite, plus des matchs qui manquent. Valence, qui n'a pas encore joué, est à 3-2 en sixième position. Ensuite, il y a 3 équipes avec un bilan équilibré de 3 victoires et 3 défaites. C'est le Fenerbahçe, l'Anadolu Efes Istanbul et le CSKA Moscou. Le Zénith pointe à la 10e place. Alors eux, ils n'ont pas joué pendant 4 semaines, donc ils ont un bilan de 2 victoires et 1 défaite. En 11e position, on retrouve le Pana, qui pareil va jouer ce soir. Et ensuite, on arrive dans la dernière partie du classement avec Vitoria et l'Étoile Rouge de Belgrade qui sont à 2 victoires, 3 défaites. Le Real qui est à 2 victoires, 4 défaites. Le Maccabi qui est à 2 victoires et 5 défaites à la 15e position. Villeurbanne ouvre son compteur et affiche donc 1 victoire et 3 défaites. Berlin est à 1 victoire et 4 défaites. Et enfin, on a le Khimki Moscou avec 1 victoire et 5 défaites qui clôt le classement. Impeccable, merci Romain. Est-ce que vous voudriez faire un point vite fait sur ce que vous avez vu sur ces 2 journées qui a attiré votre attention, pardon, qui vous a plu ou pas? Je vous laisse vous éclater, les gars. Et bien sûr, je me refuse pas le droit de vous couper lorsque vous dites une bêtise. Moi, je suis déjà assez satisfait par le début de saison du FC Barcelone. J'avais quand même quelques interrogations concernant la mise en place du jeu côté catalan, notamment avec l'arrivée de Jasikevičius, comment il allait pouvoir gérer un vestiaire, avec en plus des gros égos, parce qu'il y a quand même du très très haut niveau sur le papier. L'intégration aussi de Calates, et finalement, je suis assez satisfait, et quand je les vois jouer, je me dis qu'il y a encore une marge de progression qui est assez énorme. Et du coup, c'est carrément fou parce que ils ont un niveau plafond qui est loin d'être atteint pour le moment. Donc moi, Ouais. c'est un beau coup de cœur, ouais. Ouais, avec Mirotic qui a été blessé et qui a dû jouer le dernier match contre l'Alba, je crois. Ouais, tout à fait. Et puis Brandon Davies, qui je trouve tient son rôle à la perfection à l'intérieur. C'est pour moi peut-être l'un des meilleurs postes 5, si ce n'est le meilleur sur le début d'Euroleague cette année. Ouais, On va... franchement, sa technique, sa puissance, sa science du jeu et puis ses placements en défense, je trouve qu'il est vraiment très 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 bon. Et ouais, moi je suis assez enthousiaste concernant leur début de saison. Ouais, je partage totalement. Romain, t'as pu voir le Barça jouer un peu, toi? Ouais, clairement, je les ai vus plusieurs fois cette saison. J'ai notamment vu leur match de hier soir contre Berlin. Berlin, faut garder un petit peu, voilà, un petit peu de distance parce qu'il leur manquait des joueurs et ils sont clairement une classe au-dessous. On sent que Berlin est dans d'autres dispositions que le Barça qui fonce vers le titre. Berlin, ils sont plus dans l'apprentissage, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, mais à certains moments, même si tout n'est pas parfait, Barcelone propose une attaque vraiment très intéressante. Ça bouge tout le temps, l'exécution, elle est propre, elle est rapide. Ça se passe la balle, ça sait servir ses intérieurs, comme ça sait trouver ses shooters. Hier soir, Abrines et Kyle Kuric, ils se sont fait extrêmement plaisir. Euh, je suis comme Mathieu, je savais pas comment et quand aller prendre le système Jasikevičius à Barcelone. Et finalement, ben, c'est en train de vraiment bien prendre. Merci la qualité de l'effectif, mais Jasikevičius met déjà sa patte. À la mi-temps contre Berlin, il avait 20 points d'avance. Il est quand même en train de critiquer sa défense, son attaque. Donc on sent que il est très pointilleux et ça colle parfaitement à ce que le Barça recherchait. Donc vraiment satisfait du Barça en ce début de saison et ils arrivent à me convaincre de plus en plus. En faisant jouer les jeunes, hein, il fait jouer Sergi Martinez, qui est un joueur que je connaissais pas et qui est vraiment intéressant. Et Euh, puis ouais. il y a aussi Alex Abrines. J'ai l'impression qu'il est amené à avoir de très très grosses responsabilités dans l'équipe. Je sais pas si vous avez cette impression aussi, Oh non, mais je le partage pas du tout. Je trouve que c'est un joueur qui est laxatif. comment ça? Ouais, je comprends pas. Je trouve qu'il sert pas à grand chose. Lorsqu'il va essayer de faire des blocs, ils sont jamais dans les temps. Certes, il est très fort pour se démarquer et, en catch and shoot, mais je
je trouve que dans le jeu, à part du spacing, il apporte pas grand-chose. En défense, il peut être ciblé très facilement. C'est pas un joueur que je trouve super intéressant. Voilà. Ouais, mais sur le début de saison, j'ai la sensation qu'Jasikevicius, lui, veut vraiment l'exploiter au maximum. J'ai Oui, l'impression ça qu'il c'est va lui clair. demander beaucoup plus que par le passé. Mais s'il arrive, tant Ouais, mieux, parce que pour l'instant, et même en NBA, il était cantonné à ce rôle de shooter. C'est un peu trop, enfin, c'est pas assez, quoi. C'est un peu trop abusé de se dire que tu vas utiliser un joueur que comme ça, surtout en Europe. Et moi, je partage l'avis de Mathieu. J'aime beaucoup l'utilisation d'Abrines par Jasikevičius. Alors oui, il faut que défensivement, il soit un peu plus présent et fasse un peu plus les efforts. Mais je trouve que son utilisation en attaque, elle est juste parfaite. Il porte pas beaucoup le ballon. On lui offre des staggers à tout va et il en profite et il prend soin du ballon parce que du coup, alors il shoot que 9 fois à 2 points. Il est quand même à 88%, il a 8 sur 9 et il tourne quand même à 50% à 3 points avec un 17 sur 34, 5 sur 6 hier soir. Vraiment, Jasikevičius sait l'utiliser, sait le trouver et pour l'instant, ce rôle lui va à merveille. Et si je peux faire un coup de pub pour ma poire, j'avais fait une preview pour le Barça sur le site QBasket et je l'avais mis comme joueur à suivre parce que clairement, je sens que le fit avec Jasikevičius peut vite se faire et ça peut être très intéressant. Ça, c'est Bien parce que tu vu. as des contacts avec sa race. C'est pour ça. On précisera Si pas lesquels, seulement. hein. Si seulement. Monsieur le bras long. Est-ce que vous voudriez parler d'une rencontre? Moi, il y a un club qui me fait kiffer en ce début de saison et je pense qu'on l'abordera après, mais bon, autant en parler tout de suite. C'est le Žalgiris Kaunas qui a une place, qui est deuxième de la division. Enfin, pour l'instant, hein, on n'est qu'à la journée 7 et qui pratique un basket juste magnifique. Moi, c'est l'équipe que j'aime par-dessus tout voir en ce début de saison. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais Bah, ils me font kiffer. bah, clairement, hein, clairement. Et c'est vraiment une réelle bonne surprise, d'autant qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Ils perdent leur coach qui était quand même une grosse partie de leur réussite sur ces dernières années. Ils le remplacent par un coach qui est totalement inconnu en Europe. Et finalement, on a l'impression que rien n'a vraiment changé. Au contraire, on a même l'impression que l'équipe a pris une autre dimension et elle est capable de tous les scénarios possibles, soit de contrôler un match, soit comme la semaine dernière face à l'Asvel, de revenir de 13 points d'écart et de l'emporter. Il y a des joueurs qui se révèlent. Marius Grigonis, il est très très chaud en ce début de saison. Lucas Lukavicius, pareil, il est en train de prendre une autre dimension. On a un Geoffrey Lauvergne qui est dans un environnement parfait pour son style. Non, vraiment, le Zalgiris fait plaisir à voir. Et vraiment, c'est un régal de les regarder jouer sous Martin Schiller, alors que Jasikevičius nous avait déjà beaucoup hypé avec ce club. Et bien finalement, on est encore plus impressionné cette saison. Est-ce que ce serait pas le club Euroleague des hipsters? Franchement, parce que ils font Ah, kiffer, il y a un mais peu de ça. il y a un peu de ça, mais il y a un truc qui manque quoi. Moi, c'est les spectateurs. Vous imaginez Joe Lauvergne avec une salle de 10 000 remplie, ce serait fou, ce serait incroyable. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est vrai qu'ils font un début de saison assez remarquable. Moi, mon équipe coup de cœur, alors il leur manque encore des matchs, mais c'est l'Olympia Milano que j'ai vraiment, vraiment envie de suivre sur la saison. Vu le recrutement qu'ils ont réalisé cet été, je trouve qu'il y a une dynamique qui est vraiment lancée. L'année dernière, c'était déjà un peu le cas, mais là, clairement, ils se mettent face à leurs objectifs, quoi, et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'ai notamment vu le match face au Real Madrid, qui est un très joli match. Ceux qui ont envie de voir Rodriguez sous son meilleur jour, allez le regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, de cette équipe pour le moment. Moi, elle me fait kiffer. Après, c'est un secret pour personne que j'adore ce club et que Chacho, c'est un de mes joueurs préférés. Mais pour moi, c'est un match référence contre le Real. On a vu ce débat avec Olivier. Lui pensait que non, que c'était qu'il devait prouver un peu plus. À vous de juger, à voir aussi dans quelques mois quand il y aura le retour contre le Real. Mais pour moi, c'est un club que je vois monter et c'est le club que je vais suivre tout au long de la saison.
Romain, t'as un petit avis sur Milan ou tu veux qu'on passe à autre chose? C'est la question piège par excellence à chaque fois où vous me demandez mon avis. Et je sais pas vraiment quoi en Et je penser. m'en J'ai fous! regardé, j'ai non, j'ai rattrapé leur match contre le Real du coup et c'est vrai que sur cette rencontre, ils sont assez impressionnants. Sergio Rodriguez fait un gros travail. Et d'un autre côté, je me dis que c'est aussi le Real qui perd le match sans vouloir faire d'offense à Milan, qui a vraiment bien géré et qui a vraiment fait un super match. Mais j'ai vraiment l'impression que contre le Real, c'est aussi une grosse part du Real qui n'est pas du tout en place, qui s'est fait avoir et qui jouait complètement à l'envers. Mais effectivement, Milan, c'est sympa à les regarder pour l'instant, même si je les ai pas souvent vus. Il y a, il y a candidat, oui, il y a candidat playoff, c'est sûr, candidat au Final Four peut-être. Et on parlait du Real, donc candidat au Final Four. Il y a deux équipes qui étaient candidats au Final Four l'année dernière et même l'année d'avant. C'est le Fener et l'Efes, les deux clubs turcs. Je ne sais pas si vous les avez vus. Alors pour l'Efes, c'est du 3-3 comme pour le Fener. Par contre, il manque Larkin et ça se ressent. Manque offensivement d'une certaine, allez, on va dire, créativité. Et de l'autre côté, le Fener, qui me fait très bonne figure. Je ne sais pas par qui vous voulez commencer, mais il y a des choses à dire sur les deux équipes turques. Romain, t'as vu l'une des deux? J'ai beaucoup vu le Fenerbahçe, en tout cas plus que l'Anadolu. Mhm. Et c'est vrai que le Fener, c'est un peu comme le Barça, il y a changement de coach, il y a eu pas mal de mouvements. Et par contre, ça prend un peu moins vite. Kokoskov met un peu plus de temps à mettre son équipe en place, mais on sent il y a quelque chose. L'équipe a une marge de progression incroyable. On se dit que quand tout le monde va être au niveau, ils sont capables d'avoir 2-5 majeurs très très forts entre des Nando De Colo, Yann Vezeli qui restent les joueurs majeurs, auxquels on a rajouté un Lorenzo Brown. Ça, c'est les joueurs principaux. Mais derrière, il y a des pépites comme Dyson Pierre, qui est l'un des coups de cœur de nous tous. En ce début de saison, il est vraiment incroyable. On a Edgar Ulanovas qui est capable pareil, d'avoir un vrai rôle. On a un Hamilton qui est un monstre physique et qui, sous les ordres de Kokoskov et au contact des autres, peut rajouter beaucoup de QI basket dans son jeu et ça peut devenir pareil, un peu une passerelle dans la raquette et un vrai mur. Donc l'équipe a une grosse marge de progression. Pour l'instant, ils sont à l'équilibre, donc Mhm. c'est pas trop mal. Mais je pense que c'est l'équipe qui, moi, dans la suite de la saison, peut me faire le plus flipper tellement le talent est là, quoi. Moi, je partage à moitié pour l'instant. J'ai vu quelques matchs, donc c'est peut-être pour ça que je suis moins hypé. Par contre, je les vois. Enfin, alors, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais je les vois vraiment comme l'équipe classée quatrième, cinquième, sixième. Vous voyez, pas forcément dans les trois premiers, mais où tous les matchs seront durs à prendre et qui doit hausser son niveau de jeu en défense. J'ai lu, pardon, que Lorenzo Brown voulait devenir le défenseur de l'année. Et rien que ça, ce type de défi personnel avec derrière un coach comme Kokoschkov qui on le sait, laisse beaucoup de liberté en attaque, notamment avec des shooters comme Jared Eddy qui peut se régaler, et une défense qui monte d'un cran, c'est l'équipe piège, quoi. Notamment s'il y a le public qui revient, ça peut être fou. Mathieu, tu voudrais parler du Fener ou on parle un peu de l'EFS? Alors, sur le Fener, moi, j'ai pas encore beaucoup regardé l'équipe jouer pour le moment, donc justement, ça serait une curiosité et ça sera l'occasion de voir si je suis d'accord avec vous sur les prochains matchs. Par contre, j'ai un peu plus regardé l'Anadolu de mon côté et c'est vrai que je pense que cette équipe-là, elle a aussi un potentiel assez énorme. Là aussi, quand on regarde le roster, on a quasiment 2-5 majeurs dans l'effectif. Alors, ils ont quand même des circonstances atténuantes parce que Shane Larkin n'est pas là pour le moment. Et je dirais presque que c'est un mal pour un bien parce que l'équipe apprend à travailler aussi ses systèmes sans être dépendant de Shane Larkin. Pour ceux qui ont regardé le match hier face au Ouais, Maccabi c'est Tel c'est pas bête, Aviv, ça, c'est bien vu. et je les ai trouvés assez intéressants. Alors, pas tellement sur la défense, où je trouvais qu'ils concédaient beaucoup, notamment sur les 1 contre 1, ils se faisaient vite dépasser. Mais offensivement, il y a eu de la variété. On a vu un Tibor Place qui sort peut-être le match de sa saison déjà maintenant, mais
qui était très très investi. Les sorties d'Adrien Moerman sont plutôt bonnes aussi. Il y a de la variété, ça joue assez vite, ça cherche beaucoup le tir à 3 points, mais ils ont aussi les shooters pour le faire. Donc c'est un basket assez spectaculaire, un peu champagne. Et on va voir si ça porte ses fruits, mais en tout cas c'est très plaisant à regarder. Tu voudrais dire par là que les Fesses, c'est un peu les Rockets, enfin le pendant des Rockets en NBA, Ouais, il y si a je de peux ça. me Il y a permettre. de ça, ouais. C'est un peu des Rockets, à la différence près que pour le moment, à l'absence de Shane Larkin, bah, ils n'ont pas un James Harden qui va tout initier et déclencher. C'est assez varié. Alors on voit des fois, c'est Vasilij Micic qui va un peu prendre la main. Ça peut être un Rodrigue Bobois. Il y a pas mal d'alternance et je trouve que l'attaque est déjà assez sympa. En dents de scie, hein, le copain Misic, malheureusement. Clairement. Moi, je voudrais vous parler d'un autre club. Alors, Ah, ça va faire attends, grain. Corentin, si Ouais, je vas-y, peux Romain. juste rajouter un truc sur l'Anadolu. Je les ai pas vus beaucoup jouer, mais par contre, j'ai l'impression que cette absence de Larkin, au-delà de faire du mal dans les résultats, et encore ils sont à 3-3, mais on sait qu'avec Larkin, ça aurait peut-être pu basculer dans un autre sens. J'ai quand même l'impression que cette absence fait beaucoup de bien à Rodrigue Bobois, qui, il faut le souligner, est quand même assez impressionnant en ce début de saison. Il est ultra régulier dans ses statistiques. Il prend beaucoup de place. Hier, c'est lui qui les sauve. Je suis très content de voir Rodrigue Bobois à ce niveau-là, parce qu'il a eu tellement de galères à trouver sa place dans un roster, à se débarrasser des blessures, à mettre tout ça de côté. Là, j'ai l'impression que ça lui fait le plus grand bien cette saison. J'ai l'impression même qu'il est dans sa meilleure année en Euroleague. Du coup, j'espère que Ataman va en prendre compte et laisser Rodrigue Bobois assez souvent sur le terrain pour qu'il puisse s'exprimer comme il sait le faire, parce que là, c'est un vrai régal. Ouais, je suis d'accord. Ça fait du bien de le voir Oh aussi là là. régulier. Ceux qui l'ont pas vu, allez regarder son contre décisif sur Will Cubin à la fin du match. En termes d'intensité et de volonté, c'est énorme. Je l'ai pas encore vu, ça fait du bien parce que entre Olivier qui m'a spoilé en privé, toi qui remets le couvert, c'est cool, ça donne aucune surprise pour le replay des matchs, quoi. Faut suivre. Ouais, ouais, mais oui, mais on a une vie de famille, hein, tu sais, cinq gamins à nourrir, c'est pas facile, hein. Donc, je vais pas m'épancher là-dessus. Outre cela, il y a une petite équipe dont on parle pas trop, dont j'aimerais bien glisser deux, trois mots. Je vais laisser la parole à Romain en essayant de garder une soft touch, soit quand même, on va dire, pas trop agressif. Que penses-tu du début de saison de Baskonia, Victoria? Ah, Ah, Je tu suis commences désolé, hein. déjà. Euh, Écoute, c'est très moyen. Voilà, je vais rester assez honnête. C'est très moyen. Euh, Je sens que l'équipe n'est pas en place. Clairement, en attaque, c'est très brouillon. Hier, contre l'Asvel, ils sont pas loin de prendre le match, mais en jouant avec beaucoup d'instinct. C'est quand les Henry ou les Vildoza commencent à jouer un peu au basket champagne que ça fonctionne le mieux. Sur attaque placée, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je découvre avec grande joie Achille Polonara, mais enfin, pour moi, ça doit pas être le joueur majeur de cette équipe, et pourtant, j'ai l'impression que c'est le meilleur joueur que Vitoria a cette saison. Ouais, je partage le C'est propos. assez Merci de inquiétant. point. Ah ouais, non, mais enfin, pour moi, c'est assez alarmant, d'autant que cet été, tu récupères Giedraitis, pardon, ou même Jekiri, et que ben, ils ont pas l'impact qu'ils devraient avoir. Ils ont fait des 2, 3 premières semaines assez cool, et depuis, ils sont plus là, quoi. Et pour un club qui me tient à cœur, c'est assez affreux à regarder. Et ils se font avoir par Barcelone sur un compte de Mirotic, mais le problème c'est que c'est pas la première fois parce que même en championnat ils se font croquer sur les fins de match. Mm. Et du coup, ben, je suis pas, je suis- j'étais très confiant en début de saison en me disant le recrutement est quand même pas mal, on perd Shengelia, c'était ta pièce maîtresse et finalement tu as un recrutement qui est cohérent, etc. Et là, je vois Ivanovic, compliqué, c'est ouais. Pour l'instant, Vitoria, c'est pas fou, quoi. Clairement. T'as pu voir Vitoria, Mathieu? Un petit peu. Je crois que j'ai dû voir un match et puis quelques résumés.
Je pense que Romain a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur l'équipe. Il y a un effectif qui est là. Sur le papier, c'est alléchant, mais pour le moment, ça propose pas grand-chose au niveau basket. Après, on sait aussi qu'une saison régulière Euroleague, c'est quand même relativement long et les ajustements, ils seront probablement faits. Enfin, j'ai quand même une vraie confiance en Ivanovic, mais c'est sûr que là, pour le moment, c'est dur, quoi. Moi, c'est un coach qui m'a toujours frappé par sa capacité, je dirais, à improviser dans les moments importants. Mais sur toute une saison, c'est assez compliqué, hein. Moi, j'ai déjà regardé 2 matchs de Baskonia. Alors, je sais plus contre qui c'était. Alors, il y en avait un en championnat et un en Euroleague. J'ai dû zapper parce que bon, ils m'ont saoulé, quoi. C'était pas intéressant. Et donc, du coup, quand tu as une des deux équipes qui joue à contre-temps, bah, ton match est beaucoup moins agréable à suivre. Donc voilà, Il va je falloir m'en qu'il se cache pas. méfie en plus, parce que le calendrier, il est pas coton sur les prochaines journées. Ah ouais? C'est le CSK, c'est Fenerbahçe, le Pana et l'Olympiakos pour Ouf. finir le mois de novembre. Donc c'est costaud là. Ah oui, c'est clair. En plus, tu dis ça, mais t'as même pas regardé le calendrier espagnol. T'imagines si tu rajoutes des grosses équipes en Espagne, parce qu'il n'y a aucun match qui est facile. C'est vrai que ouais, j'avais pas vu le calendrier, là, ça va leur faire mal. Merci pour le petit point Mais calendaire. ben, de rien, mais c'est surtout pour Ivanovic, il va falloir qu'il trouve rapidement une solution et une stabilité s'il veut pas avoir quelques problèmes. C'est clair, parce qu'on connaît la propension des dirigeants à couper les coachs. Euh, Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des équipes qui nous tenaient à cœur. C'est vrai qu'on a eu d'autres émissions pour parler des autres équipes. Il y a une équipe qui retient notre attention et on va regarder tout en bas du classement. Il s'agit du Khimki Moscou. Euh, alors, que dire? Une victoire, 5 défaites. Mathieu, je te laisse introduire le débat qui va nous animer pendant ces quelques minutes. Ouais, donc on s'était un peu posé la question de quel était l'avenir de cette équipe du Khimki Moscou, avec un début de saison aussi catastrophique, une star qui est installée maintenant depuis plusieurs saisons avec Alexei Shved, qui sur le papier fait partie des meilleurs joueurs sur le plan individuel et statistique en Euroleague. Mais finalement, pourquoi? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça va apporter en termes de résultats? Où ça va mener? Et surtout, est-ce que le statut de Shved au sein de l'équipe est justifié? Est-ce que c'est un bon pari de miser sur lui comme star de cette équipe ou pas? Je vous laisse commencer à vous Ouais. exprimer à ce sujet. Moi, je vais être très court, je vais rentrer dans les faits. C'était un joueur que j'aimais bien tailler parce qu'il croquait énormément de ballons. C'était simple, je voyais en suggestion sur YouTube ou à la télé un match du Kimki. Par principe, je ne regardais pas parce que ça tournait au One Man Shved Show et c'était pas marrant. Pour le coup, ces 2 dernières saisons, ils ont bien étoffé l'effectif avec des Janistima, des Bertans. Là, ils ont fait venir Jordan Mickey. Voilà, c'est intéressant, mais il y a 2 choses que j'en tire. La première, c'est, je pique l'argument à Mathieu, qui est beaucoup de gros intérieurs. Graham Monroe, Jordan Mickey et compagnie. Mozgov, qui est encore là, je crois. Donc voilà, comment tu animes tout ça avec un poste 1 qui croque autant? Et la deuxième chose, c'est, j'ai vu leur dernier match contre l'Étoile Rouge, qu'ils gagnent, mais ils le gagnent sur le talent individuel de Jordan Mickey et Eric McCollum qui arrive à prendre le relais de Shved quand il n'est pas sur le terrain. Mais sinon, Shved de première mi-temps, il essaie de faire tourner la balle. Tu vois qu'il fait un effort et dès qu'il est frustré, parce qu'il parle énormément aux arbitres, c'est vraiment une pleureuse, il est fatigant, et puis il joue comme une danseuse tout le temps à être dans je me regarde, je remets mon serre-tête, machin, et je supporte pas ça. Il essaie de donner dans les bons coups, et boum, dès qu'il est frustré, tac, il recommence dans ses travers en shootant comme un cochon. Mais le seul bémol, c'est que son coach, j'ai l'impression qu'il a bien pris les choses en main, et de se dire, voilà, mon grand, certes, tu as du talent individuel, mais quand tu croques trop et que tu joues en dilettante, voilà, je te sors, je fais rentrer un autre artificier, en l'occurrence McCollum, et, euh, et on voit ce qui se passe. Donc voilà, voilà mon petit avis sur Shved et le Kimki ou le Kimki de Shved. Romain, tu dirais quoi toi? Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à me positionner sur le Kimki. Pour Jved, c'est un autre souci que je vais prendre après, mais le Kimki, ils ont eu un début de saison un peu tronqué. Ils ont pas mal joué de matchs. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3 où ils étaient à 7 ou 8, où ils avaient une rotation très serrée à cause du Covid.
Du coup, pour l'équipe en soi, je pense qu'il va nous falloir encore un petit peu de temps pour se faire un vrai avis sur la question. Après, justement, le cas Sved, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Il est aussi talentueux qu'il est en train de détruire cette équipe. Euh, Ça fait 2 matchs qu'il est de retour. Il est déjà en train de vouloir tout faire. Effectivement, des fois, il donne l'impression, et notamment en début de match, de vouloir partager la balle, de faire briller ses coéquipiers. Mais dès qu'il sent qu'il y a un truc qui va pas, il prend tout de suite le jeu à son compte. Et c'est pas toujours dans le bon sens. Et son équipe tombe certaines fois. J'ai pas vu le match contre l'Étoile Rouge, mais contre le Maccabi, c'était vraiment cette sensation que, ben, en fait, il arrive à faire perdre son équipe, quoi. Parce qu'à un moment donné, il décide que toutes les décisions doivent lui revenir et il s'embarque dans un jeu qui lui plaît, mais qui ne sert pas au collectif. Et moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que quand il n'était pas là, il y a un joueur qui faisait très bien le travail et qui servait l'effectif, c'était Zaitsev, qui faisait un début de saison tout à fait incroyable. Ouais, il m'a régalé Depuis en que, fantasy, lui. ben ouais, mais depuis que Jved est revenu, ses évaluations, c'est 2 et 3. Voilà. Alors qu'il restait sur 17, 13, 26, 26 avant le retour de Jved. Et en fait, ben, Jved, c'est ça. C'est que c'est la meilleure arme du Kimki et en même temps, c'est celui qui va tuer l'équipe. Et quand il décide que le jeu, c'est lui et uniquement lui, eh ben, ça devient un jeu stéréotypé. Et c'est souvent du pic avec Devin Booker. Alors oui, Devin Booker, en ce début de saison, il se régale. Il est à 16 points par match, 17 dévals et 8 rebonds. Mais c'est parce qu'en fait, si c'est pas Jved, ça lui revient lui, parce que Jved va le chercher, en fait. Et en fait, on oublie qu'à côté, il y a des joueurs d'un énorme talent. Et je pense que c'est ça qui va causer du tort au Kimki, c'est que tant qu'on mettra pas de barrière à Jved, il peut être aussi fort qu'il veut, son équipe n'avancera pas. Mm. Et il faut noter un truc par rapport à ce que tu disais, c'est aussi que Devin Booker a joué 5 matchs, dont finalement plusieurs matchs où il n'a pas partagé le terrain avec Shved, qui lui est présent seulement depuis les 2 derniers matchs. Juste sur le plan statistique, Shved, sur les 2 matchs qu'il a joué pour le moment, c'est 23,5 points, 11,5 passes. Et c'est là un peu le bas qui blesse. On est à 6 pertes de balles, 36% à 2 points, 37% à 3 points. Et le garçon joue en moyenne 37 minutes. Et c'est ça qui est fou, c'est l'impression visuelle. Dernier match contre l'Étoile Rouge, je me réfère à celui-là parce que c'était le plus récent. T'as l'impression, comme j'expliquais, que voilà, il veut partager la balle, etc. Et vu qu'il y a ça, ce fait-là en première mi-temps avec la deuxième mi-temps totalement différente, t'as l'impression qu'il croque moins déjà et qu'il perd moins la balle. Et au final, bon, il est plus impliqué en défense au début, donc on se dit, il tue moins son équipe. Sauf qu'à la fin, on regarde la feuille de stats, on se dit, ah ouais, non, mais l'impression visuelle, c'est une chose, mais les stats, c'est une autre. Et c'est ça qui est juste flippant. Et du coup, j'ai pris un peu, imaginons, on garde McCollum et on fait venir un meneur avec plus de QI basket et de volonté de partager la gonfle. On fait venir Thomas Hurtel au Kimki. Est-ce que ça change radicalement la face de l'équipe ou pas? Bah, j'ai envie de te retourner la question d'une autre façon. Aujourd'hui, moi, quand je regarde l'équipe du Kinky, j'ai l'impression que Shved, on lui donne un double rôle. Il est à la fois le scoreur et le créateur de cette équipe. Et finalement, est-ce que Shved ne serait pas plus intéressant s'il était cantonné à une seule de ces deux responsabilités? Par exemple, celui de scoreur, avoir un meneur qui soit capable d'assurer la gestion du jeu, et lui derrière qui peut débouler sur du catch and shoot, mettre ses tirs à 3 points, de temps en temps prendre la ligne de fond, partir au cercle, aller provoquer les fautes, mais se dégager justement de cette responsabilité à la création. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve assez quand je regarde le Kinky, et tout à l'heure on faisait un parallèle avec les Rockets en NBA, et là j'ai l'impression d'avoir un peu ce côté James Harden dans le sens où le garçon va faire 10 secondes de dribble sans créer le moindre mouvement, attendre un pic pour initier quelque chose qui va soit se finir par un tir casse-croûte, et si jamais il est trop bien défendu pour prendre ce tir, une passe. Donc ça crée de la passe décisive, mais c'est de la fausse passe décisive dans le sens où c'est finalement je me débarrasse de la patate chaude parce que je suis embêté. Mais sinon, j'irai chercher moi un contre un. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un vrai créateur dans le sens où il n'a pas cette capacité à voir le jeu. Et comparé par exemple à un Sergio Rodriguez qui va effectivement beaucoup dribbler, mais qui va toujours apporter du mouvement dans son dribble,
lui fait du dribble fixe, du dribble immobile, qui finalement n'apporte aucune création. Donc on voit des joueurs comme Jerebko qui vont s'isoler dans le corner, qui vont attendre Ah oui. gentiment, et c'est lui qui va déclencher quelque chose, et s'il se Bah, passe rien, ben il se passe rien. je me permets de te couper, mais Jerebko, dernier match, c'est un tir à 2 points, le reste, c'est tout à 3 points. Et en plus de ça, tu compares à Rodriguez, et c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il y a une capacité que Sergio a, que Shved n'a pas, c'est cette capacité à éliminer, passer l'épaule sur son défenseur, que ce soit avec pique ou sans, et ensuite réussir à protéger son ballon en encaissant le retour du défenseur derrière. Chose que Shved ne fait pas, toujours droit. Euh, il n'abaisse pas trop son centre de gravité et quand bien même le mec arrive derrière, il va quand même prendre le shoot. Et ce truc-là, cette conservation de balle qui te permet de gagner quelques secondes pour soit envoyer un alley-oop ou mobiliser un troisième joueur, et ben il l'a pas et c'est assez fatigant parce qu'on s'attend à un truc de création, comme tu le disais très justement, et ça arrive pas. Et ça, c'est frustrant. Après, moi, les gars, j'ai une question à vous poser. Vous êtes en train de proposer une alternative avec un mec capable de créer, mais finalement, en fait, le seul vrai souci, c'est qu'ils l'ont dans l'effectif. Alors, en ce moment, il n'est pas là, mais Stefan Jovic, il est là, en fait, dans l'effectif. C'est Effectivement. un mec qui est un bon passeur, qui est capable de gérer l'effectif. Mais le seul problème, c'est que même quand il était là l'année dernière, on a pu en discuter pas mal de fois. Ben, c'est que ben, il a jamais le ballon dans les mains, ou alors quand il l'a, il doit la donner très vite à Jved en fait. Et Jovic, qui était l'un des meilleurs passeurs, finalement, il tournait à moins de 5 passes par match l'année dernière. Donc c'est assez problématique en fait. Moi, je, je suis plus en train de me dire, quand est-ce qu'il y a quelqu'un, un coach, qui va avoir assez de gueule pour dire à Jved, écoute, t'es un très bon joueur, tu peux réussir, tu peux peut-être gagner un titre, mais à un moment donné, il va falloir aussi que tes partenaires brillent à côté. Parce qu'il est ultra talentueux, mais là, il est en train de s'aborder son équipe. Et vu qu'il a les pleins pouvoirs au Kimki, ben c'est ultra problématique. Et quand tu vois les noms qu'il y a dans l'effectif, Mm. c'est Clairement. c'est juste frustrant, quoi. C'est C'est juste la... frustrant. Sur le papier, c'est la meilleure raquette d'Euroleague. Ben, quelque part, oui. Enfin, Monroe, Booker ou même Mickey. Jordan Mickey, tu rajoutes Ben oui, Mozgov. Mickey, Jerebko en poste 4. Il y a et après, sur les bases arrière, il y a quand même des mecs comme Tima, McCullum, Karasev. Karasev, avec le Zénith en Eurocup, il froissait tout le monde. Depuis qu'il est au Des, Kimki, il n'existe plus. Ouais, clairement, il sert à rien. C'est Deriz quelques rebonds et c'est Bertans tout. aussi. Ouais, Bertens, ouais. Bah, moi, j'ai Frustré l'impression parce qu'il a pas son extra c'est passe au match contre l'Étoile. Pardon. ouais, bien sûr. Puis bah, le Kimki, en fait, aujourd'hui, au niveau budgétaire, ils font partie des équipes les plus riches. Et derrière, ça leur permet aussi de s'offrir des effectifs XXL. Mais c'est sûr qu'on peut se poser la question du recrutement. Quand tu vois la densité qu'ils ont à l'intérieur, effectivement, avec un Greg Monroe, un Devin Booker, un Jordan Mickey, est-ce que c'était pas plus intéressant d'aller chercher d'autres profils et peut-être justement ramener un meneur d'expérience et dire à ce moment-là à Shved, écoute, tu vas être notre top scorer, mais ça s'arrête à ça. En termes de productivité, il n'y a pas grand-chose autour. Il marque 23,5 points. Si on regarde l'attaque globale de l'équipe, c'est 76 points par match. C'est la 13e équipe seulement au scoring. Donc on n'est même pas sur une équipe qui est si forte en attaque et c'est la 3e au turnover. Ouais, mais c'est parce que la balle tourne pas bien. Et le ricain de base, quand il est au poste bas dans la raquette, il se dit je vais peut-être pas revoir la balle tout de suite, donc je vais jouer mes ISO. Et Jordan Mickey, c'est ça qui fait gagner le match. Enfin, il fait ça, et c'est ça qui fait gagner le match contre l'Étoile Rouge. Mais c'est parce que tu vois clairement que le type a peur de ne pas être abreuvé. Et de l'autre côté, tu as Darius Bertans qui est dans un corner, seul, pendant genre un quart temps, en cumulé, et qui n'existe pas. Et ça fout les boules. Et tu parlais d'un meneur, Romain, à juste titre, a parlé de Jovic, mais qui aura les cojones, pour parler espagnol, d'aller se prendre la tête avec Schwed, qui est l'âme, alors l'âme, je sais pas, mais l'identité de ce club depuis quelques années, et qui aussi, en termes économiques, a un contrat XXL. Je pense que le problème, il est là. Vous l'enlevez, vous le mettez avec vous l'enlevez et à la place, vous mettez un scoreur du type McCollum, mais plus, parce qu'il est gentil, McCollum, mais j'aimerais bien le voir en fin de saison sur du playoff ou sur du Final Four. Je suis pas sûr qu'il ait les épaules, mais vous mettez un autre mec à la place de Shved, mais avec un profil plus scoreur, et Jovic en forme. Je pense qu'on a vraiment une belle équipe là, hein.
C'est Carrément. ça Mais manque. après, je suis pas si certain que ce soit compliqué de cohabiter aux côtés de Shved. Je poussais encore un peu plus ma comparaison avec James Harden et les Rockets. Harden, ils lui ont mis un Westbrook, ils lui ont mis un Chris Paul, mais il les a acceptés. À partir du moment où ça peut t'aider à gagner, si tu ramènes un joueur qui a une expérience, qui a peut-être même déjà un trophée d'Euroleague chez lui, tu vois, ça peut être un argument en plus, qui arrive en disant à Shved, je vais te montrer comment on fait, tu as le talent pour le faire, on va le faire ensemble. Je pense que le garçon accepte. Moi, je pense vraiment que le souci, c'est peut-être le coach aujourd'hui qui n'est pas capable de donner un rôle spécifique à ce joueur-là. Il a un talent, c'est sûr. Il veut le rentabiliser et que son talent se disperse, se propage chez ses coéquipiers. Et à mon sens, c'est ça le souci premier. C'est que Ouais. Shved, on lui donne une responsabilité qui Mm. est peut-être trop importante. Bah, Sans parler après, en plus, que c'est un joueur défensivement beaucoup plus limité. tu parlais de coach. Bon, on parle même pas de défense, même si bon, c'est un faux bon défenseur, comme Westbrook par exemple. Il jette beaucoup sur les interceptions et des fois ça crée des décalages. Mais en gros, moi la question, et je pense que Romain il partagerait sûrement mon avis, c'est le manque, on va dire, de créativité du coach. Il tente même pas des choses, tu le vois même pas, on le voit même pas essayer de mettre Schfeld dans un autre rôle. Et c'est ça qui m'énerve parce que avec sa taille, sur des décalages et des extra passes, il serait quand même beaucoup plus grand enfin, il serait intouchable en bout de chaîne sur certains tirs, quoi. Et ça n'existe pas, ça se passe pas. C'est super dommage. Mais est-ce que Après, c'est un manque de système, tu vois, ou est-ce que c'est justement un choix de coaching? Moi, quand je les vois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans du basket analytique, tu vois, justement, ce truc un peu moneyball où tu as un joueur qui initie, qui est fort tireur, qui peut facilement scorer. Et derrière, en fait, les gars, ben, ils vont prendre les parpaings si jamais ils reçoivent la balle en fin de possession parce qu'il faut prendre un shoot. Et souvent, ça va être un tir à 3 points, ça va être un tir distance. Finalement, ils rentabilisent pas tellement la puissance de feu qu'ils ont à l'intérieur parce que des Mickey, des Monroe, des Booker, ils peuvent tous scorer de diverses façons, mais parce qu'ils veulent se cantonner à ce rôle-là avec ce pivot qui va juste venir créer le décalage sur un écran et derrière les gars qui attendent éventuellement une opportunité pour prendre un shoot. Mais je pense que c'est la philosophie de jeu qui est souhaitée par Kurtinaitis. Bah, pour moi, c'est pas de faire de choix. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, mais pour moi, ils se sont perdus. Et on est qu'à la septième journée d'Euroleague, hein. moi j'ai un avis, j'ai presque. Alors, va falloir s'accrocher et vous allez peut-être faire une crise cardiaque quand On est je vais dire. oui. Ah non, mais quand je vais prononcer les mots qui suivent, vous allez peut-être ouvrir grand les yeux. Mais euh, est-ce qu'il ferait pas mieux d'adopter la même philosophie que l'Étoile Rouge de Belgrade? Je m'explique. Euh, Ah L'Étoile, cette ouais. saison, ils ont un énorme scoreur qui s'appelle Jordan Lloyd, qui régale tout le monde. Sauf qu'à côté, il n'y a pas une constellation de joueurs capables de mettre des paniers. Il y a des gros joueurs de rôle. De Il y a des mecs qui devoir. sont capables. Voilà, exactement, des joueurs de devoir qui vont sacrifier en défense, qui vont accepter de ne pas toucher une balle en attaque, ou alors très peu les miettes sur du drive, je lâche à l'opposé s'il y a trois joueurs devant moi. Mais sinon, Mm, Lloyd a quasiment tous les pouvoirs et ça se passe mieux qu'au c'est Kimki. clair. Mais parce que l'effectif, il est pensé pour lui laisser toute la place. Alors que là, le Kimki, il y a à peu près, je sais pas, une dizaine de joueurs capables de marquer 15 points facilement en Euroleague, sauf qu'ils défendent pas un copec. Et c'est la deuxième pire défense. Et du coup, Ouais, ben, c'est on clair. a Jved qui essaye de Bah, marquer, sauf l'exemple qu'à typique. côté. Oui, vas-y. Vas-y, il y a un décalage, Romain, je te laisse y aller. Désolé. Ouais, non, mais du coup, dans la structure, c'est pas bon parce que ben, le Kimki, ça fait quelques années qu'ils entassent les talents, souvent les talents offensifs, mais entasser des talents offensifs quand tu as une pièce majeure qui prend déjà 20 tirs par match et qui est à 23 points de moyenne, bah, ça sert à rien. Du coup, ben, ils feraient peut-être mieux de prendre le même pari que l'Étoile Rouge, et Dieu sait que je vais pas en faire beaucoup de compliments, lui laisser tous les tickets shoot, ok, mais derrière, tu arrêtes de me prendre tous les bons scoreurs de chaque équipe et chaque année, et tu viens me chercher des joueurs de devoir, des mecs capables de défendre. Et là, peut-être que le Kimchi peut trouver une vraie place. Garde juste Monroe Booker, si tu veux. Enlève des Tima, des McCollum, là, enlève-moi tout ça,
change, prends des garçons qui vont, eux, mettre la tête où tu mettrais mais pas un bout de doigt. Enfin, Ouais, où prends-nous Sved ne des mettrait pas un bout de Branko doigt, quoi. Lasic, prends-nous des Marco Jagodic, Kuriza, là, qui, lui, a mis que des parpaings tout le match. Je sais même pas s'il a touché la balle une seule fois. C'est ça qui est fou. C'est Mais au moins, incroyable. eux, c'est l'ordre est établi. Ils ont tous accepté le rôle. Et ça tourne un peu mieux, même ils sont pas non plus en tête du classement. Mais je veux dire, c'est déjà mieux que le Kimki qui s'enferme dans un jeu stéréotypé où on sait très bien qu'à un moment donné, la balle, elle va aller cache-vede. Mm. Ouais, au moins, il y a un Tu sais plan, c'est quoi? clair. J'ai même pas fait de crise cardiaque en t'écoutant. T'as raison, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Le souci, c'est que Shfed, ça a été un peu la première pierre pour lancer ce grand projet qui doit amener Kimki au sommet. Et vu qu'ils ont les finances, ils ressentent ce besoin d'effectivement faire du recrutement XXL. Mais à la différence d'une équipe comme Barcelone, par exemple, quand on voit ce qu'ils ont fait ces dernières années, ou même le Real Madrid, qui va recruter en fonction des nécessités, des besoins, eux prennent juste le profil sur son talent intrinsèque et pas forcément dans sa capacité à s'intégrer à ce qui est déjà existant dans l'effectif. Et on le voit aujourd'hui, Shfed est dysfonctionnel par rapport au reste de son roster. Ouais. C'est clair que enfin, c'est aussi une question de transition et de génération. C'est ce que j'avais voulu expliquer dans le fameux MyGM quand on en avait discuté lorsqu'on devait choisir. Après, si on prend du recul, cette situation-là, elle s'est déjà passée quand il y avait certes Jordan Mickey, mais quand il y avait en 2018-2019 la situation avec Markovic, l'équipe avec D-Bost, etc. Bah oui, c'était lui qui avait toutes les gâches, etc. Et à ce moment-là, ils auraient pu faire la même chose, mais il manquait juste des joueurs de devoir. Ils avaient des artilleurs qui étaient capables de mettre des pressions défensives, et à ce moment-là, ils pouvaient corriger le tir encore, et ils ne l'ont pas fait. Donc je pense qu'il y a une grosse question qui doit se poser. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le projet et où est-ce qu'on veut arriver? Si on veut aller chercher la VTB et taper le CSK ou aller au Final Four de l'Euroleague, je pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. Certes, il te faut deux rotations Euroleague qui puissent tenir le coup, mais il te faut aussi une vision. Et je suis bête, je suis peut-être très bête de comparer, hein, mais vous les faites jouer contre la Virtus Bologne. Certes, l'effectif est moins ronflant, mais sur un match, il les tape. Voilà. Le Tout projet, simplement. pour l'instant, enfin, il est illisible, le projet au Kimki, parce que si on prend les dernières saisons, l'année dernière, avant que la saison s'arrête, ils sont septièmes, mais ils ont un bilan négatif, 13 victoires, 15 défaites. La saison d'avant, ils sont 13e. Et la saison encore d'avant, ils font un tour de playoff, et encore, ils perdent 3-1 contre le CSKA Moscou. Et je parle même pas de l'année 2016-2017 où ils sont en Eurocup. Et C'est ça. finalement, quel est son impact là-dedans? Ben, j'ai l'impression que c'est aucun. Parce que cette année, ben, alors le début de saison est un peu compliqué parce qu'il y a le Covid aussi, mais pour l'instant, ils sont à 1-5. Voilà. Et en fait, ben, le Kinky il ne vit pas, en fait, ne vit pas si bien que ça. Alors oui, c'est sympa de voir Jved marquer autant de points qu'il veut, mais si on regarde l'aspect compétition, ben, le Kinky il va nulle part, en fait. Oui, ça te fait remplir une salle, mais ça te fait pas gagner des matchs, quoi. Il y Et a un encore. dysfonctionnement entre ton management où finalement tu fais un recrutement, derrière le coaching avec un choix de style de jeu qui est peut-être pas justement en adéquation avec l'effectif dont tu disposes et les responsabilités de Shfed et le style de jeu de Shfed. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un tout, mais je pense pas après que Shfed soit forcément le plus responsable là-dedans. Et je pense vraiment que ça peut être un joueur intéressant s'il est utilisé, voilà, vraiment comme un scoreur shooter, peut-être avec moins le ballon entre les mains. Il soigne un petit peu ses statistiques, notamment au niveau de l'adresse, au niveau du pourcentage de réussite, et puis un peu moins souvent toucher la balle. Mais Mhm. il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Le problème, c'est qu'ils ont des œillères, j'ai l'impression, et qu'ils ne seront pas capables de saisir finalement comment utiliser ce roster. C'est clair. Tout ça, ça me fait penser, ça m'amène à un point, pardon, c'est une question de génération. Shved, il appartient pas à la génération d'avant. Celle-ci, il devrait être à son prime et
porter son équipe et pourtant bah, il est toujours en demi-teinte. Alors que à l'heure actuelle, il y a des gros changements de génération autant chez les coachs que chez les joueurs et c'est justement le sujet de la chronique de Romain. Nous t'écoutons mon ami. Du coup, je me suis posé la question si on n'assistait pas à une nouvelle ère en Euroleague et du coup, j'ai écrit un petit texte avec beaucoup d'humilité. Du coup, je me dis que le temps passe et que beaucoup de choses sont en train de changer. Si on met de côté l'aspect organisationnel et politique de la compétition, l'Euroleague, elle fait sa mue. Une nouvelle vague de coachs prend place sur les bancs des 18 équipes et c'est la génération 70-80 qui prend désormais le pouvoir. Les joueurs sont les acteurs que l'on regarde avec plaisir chaque semaine, mais derrière ces athlètes, il y a les esthètes du jeu. Si l'on connaissait déjà Dimitri Sitoudis, l'un des plus grands réalisateurs du film de l'Euroleague, ou bien Xavi Pascual, on félicite désormais le travail de Jaume Ponsarnau à Valence, on savoure Jasikevičius à la tête d'une énorme cylindrée, ou Kokoskov à Istanbul. On découvre aussi avec les yeux remplis de cœur Martin Schiller aux Žalgiris Kaunas. Loin de nous l'idée de chasser les grands maîtres du coaching comme Reneses, Ivanovic ou Messina, respectivement nés en 1946, 57 ou 59, mais la nouvelle génération prend sa place aux réunions de la table ronde du basket européen. Chez les joueurs, on assiste aussi à la croisée des chemins entre différentes générations. Pour nous, c'est un réel crève-cœur de voir Spanoulis et Printezis passer plus de temps sur le banc que sur le parquet, mais l'horloge tourne et comme le dirait Thierry Henry, le temps n'a pas de temps et il est impossible de l'arrêter. Mais ces joueurs ont fait des enfants et il est assez drôle de voir Rokas Jokubaitis, le petit meneur du Žalgiris, prendre un rebond décisif face aux deux légendes précédemment citées, du haut de ses 19 ans et de ses 19 ans d'écart avec Kill Bill. Dans le sillage des trentenaires ou futurs trentenaires, l'Euroleague est entre de bonnes mains. Chaque spectateur pourra y trouver son compte, avec au choix les super solistes comme Jved, dont on vient de parler, Larkin, mais aussi il y a les collectifs bien rodés de toutes les équipes coup de cœur qu'on a, comme Valence ou le Žalgiris. On essaie de vous promettre un truc avec notre nouvelle émission, c'est de vous proposer de vivre cette saison au plus près avec joie et bonne humeur pour se sortir d'une triste crise sanitaire qui plombe un peu l'ambiance. Une émission régulière sur l'Euroleague en France, c'est comme ça que prend place notre nouvelle ère. Oh là, c'était magnifique. J'aurais presque applaudi si tu n'avais pas cité Thierry Henry. Mais bon, on n'est pas tous parfaits. Ouais, c'est clair, on partage le constat, notamment, et je peux vous le dire que Mathieu, qui m'a côtoyé au quotidien, faisant partie du même club de basket, sait à quel point le fait de plus trop voir Spanoulis et Printezis sur le terrain me fait mal au cœur. Ça va te manquer et je comprends. De toute façon, on peut aussi parler de ce changement au niveau des clubs. Hein. Le Pana, l'Olympiakos, aujourd'hui, c'est plus les clubs non plus qu'on a pu connaître. Et à l'inverse, on va avoir des clubs, quand on parlait tout à l'heure du Žalgiris, jusqu'où ils peuvent aller, sincèrement, ils peuvent monter très très haut. Et c'est un club qu'on avait quasiment oublié. Oh oui, souvent je me pose la question, où seront les clubs dans 10 ans et puis lorsque je regarde le classement actuel, je me dis que ça pourrait être une belle réponse, une belle tentative de réponse en tout cas. Puisque même si les grosses équipes comme le Real, le CSK, ou sinon les gros budgets comme le Khimki ou encore le Fener et l'Efes ne sont pas au top, il y a des tentatives de réponse avec le Bayern, le Žalgiris Kaunas tout en haut, Valence qui montre depuis quelques années quand même le bout de son nez, et puis des questionnements comme le Pana et l'Olympiakos, est-ce qu'ils arriveront à sortir la tête de l'eau et proposer des trucs intéressants? Et c'est vrai que une partie de la réponse, elle est, je pense, au coaching avec des coachs qui ont des idées, qui pointent le bout de leur nez pour un peu tout changer, mais également des coachs qui savent se réinventer. Et Xavi Pascual, pour moi, est un exemple assez intéressant, tout comme Trinkieri au Bayern. En ce début d'année, c'est assez kiffant de voir respectivement le Zénith et le Bayern proposer un basket qui est attrayant pour l'œil et puis qui, en plus de ça, n'est pas forcément nouveau puisque ces coachs-là sont des coachs entre ces deux générations dont Romain vient de parler. C'est vrai c'est vrai qu'on a une belle saison dans le viseur. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dans 10 ans, vous verriez comment l'Euroleague, le classement.
Est-ce que ça prendrait la forme du classement actuel ou ça évoluerait plus vers quelque chose de totalement différent? Je pense qu'il y aura toujours de la place pour des gros monuments comme le Real, Barça ou des équipes comme ça. Après, selon le résultat de la crise sanitaire qu'on traverse, il y aura peut-être plus ou moins de dégâts chez des équipes, notamment je pense aux clubs grecs qui sont déjà sur une pente très glissante et Oh qui oui. vont être face à probablement une énorme crise financière aussi. Euh, mais ouais, peut-être que là, il y a un renouvellement de génération qui peut faire beaucoup de bien. Alors, ça sera peut-être l'objet d'un futur débat, mais est-ce que là, on n'est pas en train de voir l'émergence d'un basket ultra collectif qui va payer? On a eu l'habitude d'avoir voilà, des Jved, des Mike James, enfin des gars qui sont capables de faire la différence seuls. Et souvent, ça payait, ça a amené au moins jusqu'en playoff, voire au Final Four. Est-ce que là, on n'est pas parti pour une génération, notamment grâce au coach, où le basket très collectif, ultra huilé, bien pensé, va émerger encore plus? Et du coup, Ouais. peut-être que des équipes qu'on n'attendait pas forcément, comme le Zalgiris ou même Valence, ben, peuvent y trouver leur compte et dans 10 ans, peut-être être les places fortes du basket européen. Ouf, c'est un beau point que tu soulèves. En fait, en tout cas, on croise les doigts. Mathieu et moi, on sait qu'on est attaché aux valeurs collectives. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Matt, mais en vrai, enfin, au regard du début de saison, le futur, tu le vois davantage individualiste ou d'une équipe qui prend ses responsabilités et qui joue tous ensemble? Je pense qu'il y aura toujours les deux. Il y aura toujours ces deux types d'équipes. Ça dépendra aussi toujours des directions affichées par les différents clubs. Après, effectivement, comme Romain, je pense que les monuments auront toujours leur place. J'arrive pas à imaginer une Euroleague sans le CSKA, sans le Real. Donc eux seront toujours présents. Maintenant, je pense que d'ici 10 ans, on aura peut-être encore un nouveau format de compétition puisqu'on est habitué à ce que ça change régulièrement. Et pourquoi pas aussi un retour en force du basket italien, la Virtus, si tu m'entends. Je t'attends. Ouais, et du basket serbe aussi, on attend le partisan. Moi, mon avis comment dire, est plutôt simple. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça va nous fournir des munitions si un jour on doit avoir ce débat avec l'équipe au complet. Mais le futur, je le vois vraiment comme Romain l'a décrit. Un collectif super bien huilé, mais des mecs qui savent prendre leurs responsabilités en temps voulu. Des Mike James comme ça, au talent supérieur, à qui tu files le ballon en fin de match et qui, le reste du match, savent s'inscrire dans un rôle bien précis, tout en étant polyvalent et en faisant des minima qui soient offensifs ou défensifs. Et c'est là, je pense, la grosse différence du basket européen comparé au basket nord-américain. Je peux peut-être me tromper. Après, c'est qu'une opinion. On a bien débattu, les gars. Est-ce que vous voudriez aborder un dernier point? Je sais pas, le maillot le plus sympa de l'Euroleague, le joueur qui vous fait kiffer, la femme de joueur la plus mignonne, ce que vous voulez. Et sinon, ben, on rend l'antenne. Ah, on va peut-être garder des munitions pour une prochaine émission. Je trouve que c'était pas mal pour une première. Ouais, je pense que même en toute humilité, c'était la meilleure émission de l'histoire du podcasting. Oui, oui, des fois, il faut être mesuré et être modeste. Mathieu, tu veux terminer là-dessus ou tu nous parles de ton dernier achat de sneakers? Ou de maillot, hein, au choix. Non, c'est parfait. Je pense que le prochain achat, ce sera celui de l'Olympia Milano, dans sa version Ah, Euroleague. Je le trouve superbe. tu m'avais pas dit que tu prendrais le maillot rose du Barça? Ouais, mais je suis plus Real en vrai, donc le Barça, je me tâte. Sauf si je le fais floquer Jasikevičius. Mais Non, ça, là, là, c'est tu sais, pour une histoire de joueur. les grands principes. Romain nous a bien parlé de l'Étoile rouge de Belgrade aujourd'hui, hein. Donc tu C'est pas vois, les faux. grands principes, je crois plus du tout. Merci à tous de nous avoir écoutés. On a pris un kiff monumental à enregistrer cette émission. La prochaine fois, on se retrouvera en compagnie des copains, Adrien, Olivier, etc., etc. On vous souhaite tous une très belle fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où vous nous écoutez. À très bientôt. Profitez bien et prenez soin de vous. Ciao les copains. Ciao, ciao. Salut les gars.